19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 25 juillet 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 130e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkana, Wallam et Kolo. C'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. L'opposition politique nigérienne a présenté le vendredi un document intitulé « Livre blanc sur le processus électoral 2020-2021 au Niger ». Un document dans lequel l'opposition a procès la situation politique mise à rude épreuve par le régime qui a opté pour le concassage des grandes formations politiques. Un extrait de la présentation de ce livre blanc. Lorsque un régime est mal élu, sa préoccupation, et on l'a vu sur tous les cieux, aux États-Unis, un peu partout, tous ceux qui avaient des problèmes de légitimité, s'efforcer pour réaliser des résultats, pour faire oublier comment ils sont arrivés au pouvoir. Dans le cas du Niger, ceux qui sont arrivés aux affaires ont considéré que pour qu'ils puissent se maintenir, il faut que tout le monde disparaisse. Donc il fallait créer, entretenir des dissidences dans tous les partis. Il fallait avoir la haute main sur toutes les centrales syndicales. Il fallait utiliser l'achat de conscience pour se fidéliser à un certain nombre d'organisations. Et il fallait réprimer. Alors, dans une telle posture, il ne peut pas y avoir de respect des droits de l'homme. Vous remarquerez d'ailleurs, si vous faites une analyse minutieuse, que chaque fois que le Niger a percé dans des domaines relatifs à l'état de droit, c'est lorsqu'il a pris des textes. Création de la Alcia, création de la ligne verte, déclaration de la table de la montagne. C'est ça qui fait grimper les droits, mais pas la pratique. Si vous considérez la pratique, il y a un recul. Il y a eu un recul. Et donc, ce n'est pas seulement l'opposition qui l'a regardé. Passez en revue les différentes déclarations du Sama et vous aurez une idée de l'ampleur des immixtions, des ingérences du gouvernement dans les affaires de la justice. Du reste, le bras de fer que le ministre de la Justice entretient avec les magistrats est très significatif de ce point de vue. Avec les barreaux, c'est la même chose. Avec la plupart des organisations, notamment depuis que la loi sur la cybercriminalité a été votée, eh bien, tous ceux qui sont mal pensants, tous ceux qui disent une opinion différente, sont traqués, embastillés et intimidés. Donc, c'est dire qu'en réalité, l'état de droit, la démocratie ne sont pas de saison. Et d'ailleurs, le livre blanc le dit d'entrée de jeu dans son introduction, il y a un recul des valeurs démocratiques et républicaines. Le président de la CENI, Issaka Sunna, a animé ce matin une conférence de presse sur le processus électoral, le chronogramme des élections, l'audit du fichier électoral biométrique, la participation de l'ensemble des partis politiques sont entre autres les questions qui ont été abordées. Ali Sissé Ibrahim, chef Guisso pour le compte rendu. Le président de la CENI, Issaka Sunna, dans la présentation du processus électoral, a rappelé que la CENI a retenu les dates suivantes.
Le 13 décembre 2020 pour les élections locales, élections présidentielles, premier tour couplé aux élections législatives. Le 27 décembre 2020, élections présidentielles, deuxième tour le 21 février 2021. Par la suite, le président de la CENI a également rappelé les dispositions du code électoral en ce qui concerne la convocation du corps électoral, le dépôt des candidatures, la campagne électorale et la proclamation des résultats pour ce qui est des élections locales. À la question de savoir les risques liés à une éventuelle dissolution de la CENI, le président Issa Kassouna répondit en ces termes. Nous sommes à 5 mois de la tenue des premières élections. L'organe en charge de l'organisation des élections, s'il est dissous à 5 mois près, la première conséquence de mon point de vue serait quel temps prendrait-on pour trouver les prochains organes dans les conditions actuelles? Puisqu'apparemment il y a beaucoup de désaccords sur la constitution de la CENI, combien de temps prendrions-nous pour réorganiser la CENI de manière consensuelle à nouveau? Deuxièmement, quelles seraient les performances des nouveaux organes pouvant leur permettre d'avancer dans ce dossier, de le conduire à bon port dans les temps si courts qui nous séparent des premières échéances et des échéances capitales? Nous devons retenir que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons retenir que ce sont des élections constitutionnelles qu'il faut tenir et que si ces élections ne sont pas tenues, toutes sortes d'inconnus peuvent entrer dans la cour de l'organisation du processus électoral. C'est pour cela que j'invite les uns et les autres à faire attention des mesures dont les conséquences pourraient dépasser l'esprit ou l'attente de celles et ceux qui les demandent. Le président de la CENI a aussi répondu à la question portant sur l'audit du fichier biométrique. La loi prévoit d'abord que l'audit est possible. C'est une faculté, ce n'est pas une nécessité ni une obligation. C'est une faculté, et une faculté veut dire on peut faire l'audit comme on peut ne pas le faire. Il s'est trouvé qu'en l'espèce, beaucoup de partis politiques l'ont demandé. La CENI accède à cette demande et a pris les dispositions pour que cet audit se tienne. De manière générale, tout audit prend un certain temps et ce certain temps s'ajoute aux délais normaux de continuation ou de gestion du processus. Nous espérons, et nous sommes en train de travailler pour ça, que le délai de réalisation de l'audit sera le plus court possible et que son impact sur le déroulé du processus électoral sera le moins significatif possible. Enfin, à l'issue de cette conférence de presse, le président de la CENI, Issa Kassouna, a déclaré que la Commission électorale nationale souhaite vivement travailler avec l'ensemble des partis politiques. Par conséquent, les portes de la CENI restent ouvertes à l'opposition. Les étudiants nigériens vivant au Maroc ont rendu publique une déclaration hier après-midi à Rabat, c'est au Maroc. Cette déclaration a pour but de fustiger l'attitude de l'ambassadeur nigérien au Maroc qui bloque leur vol de rapatriement au pays. Et cela malgré l'autorisation du gouvernement du Niger et la prise en charge intégrale de leurs billets d'avion. Plus de détails avec Ismaël Moumouni. Autorisé par l'État nigérien, le vol censé rapatrier 80 étudiants nigériens vivant au Maroc est toujours bloqué, malgré qu'ils ont payé de leur poche les billets. Venus de différentes villes du Maroc, ces étudiants nigériens ont tout dépensé, pensant retourner au Bercail, raison pour laquelle ils ont élu domicile à l'ambassade. Ils imputent la responsabilité de cette situation à l'ambassadeur. L'ANEM dénonce et informe avec désolation l'opinion nationale et internationale la situation précaire dans laquelle végète l'étudiant nigérien au Maroc. Particulièrement avec cette histoire de vol, les pauvres étudiants ayant payé leur argent se sont retrouvés hier tardivement à l'aéroport sans aucun dirham en poche, étant donné qu'ils quittaient le territoire marocain, et ceci dans le contexte sanitaire difficile connu de tous. Il a fallu que l'ANEM se débrouille pour faire venir nuitamment les camarades à l'ambassade où ils se trouvent actuellement sans aucun espoir de quitter
ou de trouver un abri. Ne disposant plus de moyens, ces étudiants nigériens invitent le gouvernement de leur trouver une solution afin qu'ils puissent rentrer à Niamey. La NEM apporte un démenti formel. Quant aux arguments avancés par l'ambassadeur, quant à son non-implication dans l'échec du vol d'hier qui devait avoir lieu avec la compagnie Tunis Air, prétextant que seul l'ARAM et Air Arabia sont autorisés à effectuer les opérations de vol au Maroc. Nous exigeons aux autorités nigériennes de voir de près cette affaire, plus que délicate, tout en trouvant une solution urgente. Nous interpellons également l'agence de voyage Expert Tour, avec laquelle nous sommes partenaires, de se soucier de la situation sociale de nos camarades. Nous rappelons à l'ambassadeur que l'ambassade n'est pas un bien personnel. L'ambassade est une institution. Les hommes passent avant nous, coutume de dire, les institutions restent et demeurent. À travers cette sortie médiatique, les étudiants nigériens vivant au Maroc indexent l'ambassadeur comme étant seul responsable de cette situation dans laquelle il se trouve. Selon toujours les étudiants, ce bras de fer est la résultante de leur refus d'accepter une compagnie de voyage qu'on veut leur imposer. Le consul de la République ivoirienne au Niger était face aux médias ce matin et cela fait suite au décès du Premier ministre Amadou Kon Coulibaly il y a de cela quelques jours. Un hommage lui a été rendu à cette cérémonie, nous rapportent Hamza Sakou et Halidou Brema. Le 8 juillet dernier, la Côte d'Ivoire a perdu une de ses figures et dauphin du président Alassane Ouattara. En cette circonstance douloureuse, l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Niger vient à travers cette cérémonie présenter ses condoléances. Je voudrais, au nom de toute la communauté ivoirienne vivant au Niger, présenter mes condoléances les plus attristées, d'abord au peuple de Côte d'Ivoire pour la perte de notre Premier ministre, Feu Amadou Kon Coulibaly. Ensuite, au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a perdu un fidèle collaborateur de plus de 30 ans, que lui-même a appelé son fils, et Dieu seul sait combien la perte d'un fils est douloureuse. Enfin, nos condoléances vont à la grande famille Kon Coulibaly de Korogo. Tout le monde sait les liens historiques qu'il y ait. Feu, l'ancêtre Kon Coulibaly et le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Nous présentons donc à cette grande famille nos condoléances les plus attristées pour la perte de leur fils bien-aimé. En bon croyant, nous disons que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Occasion saisie par le consul de la Côte d'Ivoire au Niger, Akessé Victor, d'exprimer ses vœux à l'endroit du président de la République ivoirienne. Je saisis cette opportunité pour exprimer les vœux de tous les sympathisants RHDP et d'une partie de la communauté ivoirienne vivant au Niger, à savoir que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, doit être candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La nouvelle constitution lui donne l'autorisation de faire 2 mandats, celui de 2020 et même celui de 2025. Sa candidature aura un double avantage. Le premier, c'est qu'elle donnera l'occasion à tous les fils de Félix Houphouët-Boigny de se ranger derrière sa candidature, de faire bloc derrière sa candidature. Et le deuxième avantage, c'est que l'affaire sera pliée au premier tour avec
65 à 70% des voix pour nous éviter les deuxièmes tours qui sont toujours source de problèmes en Afrique. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, vos 10 années de pouvoir sont tellement élogieux qu'on ne voit pas qui pourra faire le poids devant vous. Notons enfin que les sympathisants du RHDP du Niger exhortent et supplient le président Ouattara d'être candidat aux échéances électorales prochaines prévues le 31 octobre 2020. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.